Il y a du bruit de secteur qui pollue mon générateur RF. On regarde ce qui ne va pas? Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Ce matin, je vérifiais la performance de mon analyseur de spectre HP de la série 70 000, celui-là juste en arrière, quand soudainement, je perçois ce qui semble être un trouble sur mon générateur de signal RF, le HP8644A, ou sur l'analyseur de spectre lui-même. Je me suis dit, on part la caméra. Il y a peut-être ici une vidéo en réparation, en perspective. Bien, les choses ne sont pas tout à fait déroulées de la sorte. Je vous invite donc à passer les prochaines minutes avec moi pour découvrir le cheminement que j'ai pris pour isoler l'anomalie. Je me lance tout de suite avec la description du trouble tel que ça s'est produit ce matin. Alors, la première constatation qui me fait sursauter, c'est ceci. Je regarde à l'analyseur spectral un générateur de signal, le HP8644A, 100 MHz, donc une porteuse à 100 MHz, moins 10 dBm, parfait. Pas de modulation. Je vois ceci, c'est-à-dire notre porteuse, mais je vois de la modulation. Là, je fais le saut. Première chose que je fais, je regarde le générateur de signal et je m'assure que la modulation est bien éteinte. Oui, modulation off. Seulement la porteuse à 100 MHz, moins 10 dBm. Donc, là, je commence à me demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que mon générateur, a un trouble? Ou est-ce que c'est l'analyseur de spectre qui a un trouble? Je ne suis pas censé d'avoir ces bosses ici de chaque côté. Là. Je suis censé d'avoir seulement la porteuse au centre, puisqu'il n'y a pas de modulation. Il ne devrait pas y avoir de bande latérale ni rien de tonalité autre que le pic central. Alors là, je commence à analyser à l'écran. Je dis, on va regarder la différence entre notre fréquence centrale et les pics en termes de fréquence. Alors, je me mets en mode delta et je parcours mon deuxième marqueur et je l'amène jusqu'ici et je m'aperçois que la différence entre les deux, c'est 120 Hz. Ça vous dit quelque chose, ça, 120 Hz? C'est 2 fois 60 Hz, qui est la fréquence de secteur ici. Donc, c'est 120 et le suivant va être sûrement 240. Et oui, 240, 360, certainement 360. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'il y a du bruit de secteur, qui est injecté à quelque part, soit dans mon générateur, soit dans l'analyseur spectral, puis qui vient troubler la fête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, voici les étapes que je vais franchir pour essayer d'éliminer le problème. La première chose, c'est que je peux mettre un autre générateur de signal. J'ai la chance. Je vais brancher un autre générateur de signal à 100 MHz et on va voir qu'est-ce qui se passe. Résultat, encore des pointes avec 120 Hz, 240, 360. C'est plus petit, mais ils sont encore là. Mais ils ne sont pas la même dimension. Si ça avait été l'analyseur de spectre, on serait entendu avoir exactement la même forme, présumant que les deux générateurs de signaux fonctionnent bien. Là. Mais ce n'est pas le cas ici. On a encore le 120 Hz, mais moins élevé. Donc, j'aurais tendance à éliminer l'analyseur de spectre comme étant la source du trouble. Alors, on regarde du côté des générateurs de signaux. Alors, les deux générateurs me donnent le même trouble. Là, qu'est-ce qui est commun aux deux? Parce que, et là, évidemment, je vais présumer pour l'exercice que les deux générateurs sont fonctionnels. Il y en a au moins un des deux qui est fonctionnel. Et garantit qu'un générateur de la qualité dont ceux-ci sont ne générera pas des signaux comme ça adjacents. On s'attend à une pointe beaucoup plus propre et pas de ces pointes à 120 Hz de différence. Alors, le secteur entre dans les deux générateurs pour produire ceci. Alors là, moi, qu'est-ce qui est en commun avec les deux générateurs? La référence de 10 MHz que je distribue à tous mes instruments. Alors, on va regarder du côté de la référence 10 MHz. Alors, voici mon réseau de distribution dans mon labo de référence 10 MHz. Alors, c'est une référence pilotée par GPS et qui se distribue partout dans le labo
Alors, puisque le nombre de sorties est limité, je crois que c'est 6 ou 8, je ne suis pas certain, sur ma référence GPS, j'ai ajouté des amplis vidéo. Ce sont des amplis 1 à 8, je crois, une entrée, 8 sorties, qui prennent le signal et qui le distribuent sur plusieurs sorties et qui compensent pour la perte de signal étant donné que le signal est divisé, mais sans plus. On a une sortie d'1 volt RMS avec une entrée d'environ 1 volt RMS aussi, à 10 MHz. Les amplis vidéo ont l'avantage d'avoir une bande passante beaucoup plus que 10 MHz. En temps général, on parle de 20, 30, 40, il y en a des bien plus élevés que cela. Donc 10 MHz, ça se distribue bien avec ces amplis-là. Alors, voici mon arrangement. Bien sûr, j'ai un analyseur de spectre que j'ai utilisé depuis le début. Alors lui, il faut s'assurer de ne pas connecter l'analyseur sur aucune référence. On va le laisser flottant tout simplement pour être certain qu'il ne se fait pas polluer par une éventuelle pollution venant peut-être de la référence 10 MHz. Alors lui, il a son propre oscillateur interne et il est heureux tel quel. D'accord? Pour les fins de cet essai. Alors, première chose qu'on peut faire, une fois qu'on a vraiment déterminé que c'est notre problème avec le 10 MHz, puisqu'on a utilisé aussi un autre générateur de signal précédemment, et on a vu que le problème était le même si le générateur était connecté aussi sur notre réseau de distribution. Alors, là, l'étape suivante, ça serait de brancher notre sortie 10 MHz sur l'analyseur de spectre et regarder le spectre 10 MHz pour voir si on va avoir les petites jupes ou pas les jupes. Alors, allons-y tout de suite. Alors, j'insère maintenant le signal de 10 MHz directement dans l'analyseur de spectre. J'analyse donc la fréquence centrale de 10 MHz. Et bien, exactement ce que je croyais, c'est que le fameux signal à 120 Hz apparaît ici sur notre signal à 10 MHz. Si vous regardez le delta entre les deux marqueurs ici et ici, les deux petits losanges, bien, on obtient 120 Hz, la différence. Donc, tout s'explique. C'est notre référence 10 MHz qui est polluée et elle pollue les sorties de mes appareils. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver où est la source du problème? Bien, regardons notre schéma bloc encore à nouveau. Alors, voilà. On a vu des jupes. Alors là, une autre possibilité, c'est qu'on va prendre le signal venant de l'autre ampli vidéo et on va l'injecter ici parce qu'on pourrait suspecter que c'est cet ampli vidéo qui a un problème. Alors, on va regarder la sortie de cet ampli, voir s'il y a le même trouble. S'il y a le même trouble, bien là, on va remonter dans la chaîne vers notre référence GPS. Sinon, bien, on pourra blâmer notre ampli comme étant celui qui a le trouble. Alors, allons-y. Alors, j'ai donc inséré le signal de 10 MHz venant de l'autre ampli de distribution, ampli vidéo, et aucun problème, aucune interférence. OK, alors on a bien vu cela, que les jupes n'étaient plus présentes maintenant qu'on était connecté ici. Alors, pour se convaincre que c'est vraiment l'ampli qui est en trouble, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'entrée ici, et je vais l'envoyer dans l'analyseur de spectre, donc directement du GPS, pour voir si les jupes y sont. Si les jupes y sont, problème ici. Si les jupes n'y sont pas, définitivement que c'est l'ampli ici qui est en trouble. Et voilà, voici le signal 10 MHz qui, normalement, entre dans l'ampli vidéo suspect. Et il est propre. Il n'y a pas les jupes à 120 Hz, 240, ainsi de suite. Alors, les jupes n'y sont pas. Nous pouvons pointer vers cet ampli de distribution vidéo comme étant la source du problème et probablement que des condensateurs de filtrage ou quelque chose du genre ne font plus leur travail et le secteur pollue notre amplificateur. Bien, on va l'ouvrir. On va voir si on peut trouver quelque chose à l'intérieur qui est suspect. Alors, voici l'ampli de distribution vidéo en question. C'est un ampli IEC 750. Il y a deux entrées avec 4 sorties indépendantes, là, 4 de chaque côté. Mais on peut les mettre en commun pour faire une entrée, 8 sorties, ce que je fais moi en réalité. Alors, c'est la marque Link. Et puis, ben, c'est ça, à l'arrière, tel que prévu, là, il y a une entrée
A avec 4 sorties A, une entrée B avec 4 sorties B. Mais on peut le mettre en une entrée 8 sorties. Et c'est le mode que moi j'utilise. Donc j'ai bouché l'entrée B pour être certain de ne pas me tromper, là. Alors on envoie un 10 MB ici et il sort 8 fois 8 signaux de 10 MB. Donc ça fonctionne très bien. Ça se distribue assez rapidement vers tous les instruments. Maintenant, cet appareil, il est visiblement en trouble. Alors on l'ouvre tout de suite. Alors voici l'intérieur de l'ampli de distribution. On voit rapidement, bien sûr, au centre, le bloc d'alimentation, mais je vais y revenir. Alors, il y a 2 étages, visiblement. Il y a un premier étage qui est à l'avant et un deuxième étage qui est à l'arrière. Et comme il y a 2 fois 4, donc une entrée, 4 sorties, 2 circuits de une entrée, 4 sorties, il y a comme une division au centre ici où vous avez le circuit d'entrée et son circuit de sortie avec les 4 sorties en arrière. Même chose pour la deuxième voie, si vous voulez, le circuit d'entrée et les 4 sorties en arrière. Alors, visiblement, là, c'est le circuit d'entrée ici, puisqu'il y a un potentiomètre d'ajustement en façade pour A et B pour le gain. Donc, premier étage, circuit d'ajustement du gain. Alors, le signal entre à l'arrière, s'en va sur son étage en avant, ampli opérationnel large bande. Et ensuite, le gain est ajusté. Le signal est retourné à l'arrière. Ici, il y a un condensateur de compensation sur l'ampli opérationnel. Compensation de haute fréquence, visiblement, pour diminuer la distorsion en sortie. Donc, un deuxième ampli opérationnel ici, lui aussi à large bande, haute fréquence. Et la façon que c'est distribué, c'est que sa sortie à l'ampli opérationnel est branchée sur 4 résistances. Donc, sa sortie est mise en commune sur 4 connecteurs BNC à travers 4 résistances série de terminaison. Et l'ampli est conçu pour pousser dans 4 canaux en parallèle, autrement dit. Donc, un seul ampli pour les 4 sorties. Et les résistances, bien sûr, aident entre autres à l'isolation entre les 4 sorties. S'il y a un trouble sur eux, ça empêche le problème de se propager sur les autres sorties. Alors, c'est comme ça que c'est distribué. Il n'y a pas besoin de 4 amplis pour 4 sorties. Maintenant, je vous ramène sur le bloc d'alimentation. On va le regarder parce que déjà, là, je trouve que ça ne sent pas très bon. Alors, le secteur arrive ici dans le haut, bien sûr, s'en va au fusible et revient ici au transformateur. Aucun élément de filtrage du secteur décevant, aucun élément pour absorber des surtensions ou quoi que ce soit. On va directement au bloc d'alimentation. Alors, transformateur, abaissement de tension, pont redresseur ici, c'est un plein pont à 4 diodes. Déjà, on peut noter qu'il y a 2 condensateurs de filtrage. C'est donc un bloc d'alimentation qui aura 2 tensions. Et je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes. Il y aura probablement un plus 10, plus 12, plus 15 d'un côté et moins 10, moins 12, moins 15 d'un côté, puisqu'il y a des amplis opérationnels partout et c'est du signal analogique. Fort probablement qu'on travaille de façon symétrique dans ce bloc d'alimentation-là. Alors, pourquoi il y a 2 tensions? Parce qu'il y a 2 condensateurs et lorsqu'on regarde l'orientation des condensateurs, on se rend bien compte que dans le cas ici présent, le condensateur ici a son côté négatif mis à la masse et son côté positif est sur l'alimentation qui s'en va ici. Et l'autre condensateur, c'est le contraire. C'est son côté positif qui est mis à la masse. Son côté négatif s'en va se distribuer en tension. Donc, c'est clair qu'on est en différentiel. Pourquoi je dis que c'est la masse? C'est évident que ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on appelle des points d'attache à la masse en étoile. C'est-à-dire qu'on ramène les points de masse des différents éléments du circuit en un seul point, ici au centre. Plutôt que d'avoir mis un plan de masse ici avec 2 couches, ce n'était pas possible pour eux de mettre un plan de masse. Ils ont décidé de travailler avec une masse en étoile. Alors, pourquoi en étoile? Plutôt que de partir ici, aller de là à là, de là à là, ainsi de suite, c'est que ça nous évite de créer des boucles de courant de masse.
au niveau de la masse, des différences de potentiel dans le circuit qui peuvent causer des courants qui vont causer des interférences de secteurs dans tout le circuit. Alors, on a un point commun, on ramène tout en un seul point et ça évite de créer des circulations de courant qu'on ne voudrait pas dans les différents points de masse. Maintenant, ceci étant dit, je suis déçu parce qu'il n'y a pas de régulateur de tension. Déjà en partant, là, ça va diminuer beaucoup nos attentes et ça va fort probablement expliquer pourquoi on a des jupes à 120 Hz sur nos signaux. Alors, il y a des amplis opérationnels qui, en théorie, ont ce qu'on appelle le PSRR, donc le rapport de réjection du bloc d'alimentation, Power Supply Rejection Ratio, qui normalement, en théorie, un ampli opérationnel rejetterait 100%, rejetterait totalement toute variation des alimentations, du bruit sur les alimentations. Ça ne devrait pas se produire sur la sortie. Mais en pratique, ce n'est pas tout à fait ça. Oui, le PSRR des amplis opérationnels, c'est très élevé. Un ampli opérationnel a une bonne propension à rejeter le bruit des alimentations, mais il n'est pas parfait. Et plus on augmente son gain, plus on met son gain élevé sur l'ampli, moins cette réjection est élevée. Donc, ici, même si on avait 50, 60, 70 décibels, 80 décibels de réjection, moi, j'ai une exigence qui est très élevée. Je n'en veux pas même 70, 80 décibels plus bas. Je ne veux pas de bruit d'alimentation sur le 10 MHz. Et comme il n'y a pas de régulateur de tension pour donner une chance, si vous voulez, au circuit, puisque le régulateur éliminerait quand même une bonne proportion du bruit de l'alimentation, bien moi, j'ai bien peur ici que ça ne sera pas suffisant. D'ailleurs, les condensateurs sont en bon état physique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement bons, mais ils sont en bon état. Ils n'ont pas coulé. Ils sont vraiment en bonne condition. Tout semble correct dans le circuit. Donc, à mon avis, je suis trop exigeant sur la propreté des signaux de sortie. À mon avis, la vidéo n'a pas besoin d'un signal aussi propre que moi, je l'exige pour ma distribution 10 MHz. Je crois que c'est ça. Mais ce n'est pas nécessairement une très bonne conception. S'ils avaient mis des régulateurs de tension, je n'aurais eu aucun problème. À mon avis, là, on va le vérifier, le niveau de bruit sur les condensateurs. Ce sont des condensateurs de 1500 microfarad, 25 volts. Donc, on va vérifier tout de suite avec l'oscilloscope le niveau de bruit sur les condensateurs. Et on pourra même vérifier la capacité pour être certain, voir qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a moyen d'améliorer ou pas. Alors, on vérifie tout de suite. Alors, l'ampli est alimenté, mais je n'ai rien de connecté en entrée ni en sortie. Et comme niveau de bruit, je mesure 250 millivolts crête-crête. 250 millivolts crête-crête sur une des alimentations. Et l'autre, un petit peu plus haut, 250 aussi. Alors, le niveau de bruit est égal des deux côtés. Alors, ça démontre quand même que la charge est symétrique. Mais ça, il n'y a absolument rien de connecté sur l'ampli. Je vais lui injecter un signal dans son entrée. On va voir si ça a changé. Alors, en passant, j'ai mesuré et c'est plus ou moins 11 volts. Plus 11, moins 11 volts, l'alimentation différentielle. Alors maintenant, je mesure avec le signal de 10 MHz d'injecter. Oh, ça a monté. On a 316 millivolts crête-crête. Et sur l'autre côté, c'est plus élevé un peu, 350. Ouais, environ 350 millivolts crête-crête. Voilà. OK. Alors, déjà, ça a augmenté. Et je suspecte que lorsque je vais mettre une charge sur l'entrée, là, je lui injecte quelque chose ici. Je vais y mettre une charge sur la sortie. Tiens, je vais peut-être lui en mettre même 2. On pourrait s'attendre d'en avoir jusqu'à 4. Donc, j'en mets 2. Et là, on va voir le niveau de bruit. Ça risque d'avoir augmenté encore à nouveau sur l'alimentation, bien sûr. Et on est à... Oh, oui, ça a augmenté beaucoup. Excusez-moi, la masse n'est pas trop bonne, là. Mais je suis dessus. Je suis vraiment dessus. Et on a 570 millivolts crête-crête de bruit. Et ici, 580 millivolts crête-crête de bruit. On est rendu presque à 600 millivolts crête-crête de bruit sur l'alimentation pour un ampli up
qui va nous sortir 1 volt RMS, donc 2, quelques volts crête, là. Donc, on est comme 25%, 20-25% de l'amplitude de sortie de notre circuit en oscillation à 120 Hz. Notre ampli-up est soumis à une grosse oscillation et on a beau avoir un taux de réjection très bon sur l'ampli opérationnel. Quand on est à 20-25% de l'amplitude de sortie de l'ampli en bruit sur l'alimentation, wow! À l'impossible, nul n'est tenu, comme on dirait. Donc, je peux aussi essayer. Je vais essayer et je vous le confirmerai. J'ai quelques condensateurs électrolytiques que je peux ajouter pour voir si ça va faire quelques changements que ce soit, comme un 1000 microfarads, j'ai des 2200, j'ai des 1500 microfarads ici que je pourrais mettre en parallèle. Je vais vous épargner le temps de le faire, le travail de le faire, là. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. À mon avis, la conception est foutue du départ pour mon application à moi. Malheureusement, ce genre d'ampli ne satisfera pas mes exigences. Bon, la vidéo fait déjà 20 minutes et donc je vous résume ici les actions additionnelles que j'ai prises. J'ai vérifié la capacité des 2 condensateurs de filtrage et ils étaient dans les tolérances de plus ou moins 10 %. Mais j'ai tout de même mis 2 autres condensateurs de 1500 microfarads en parallèle et l'amélioration du bruit des sorties n'était que marginale. J'ai aussi diminué le gain de sortie, le potentiomètre en avant. Là. Et là, j'ai vu une diminution de 20 décibels des fameux pics de 120 Hz sur le spectre, alors que le signal, lui, diminuait de 10 décibels. C'est donc mieux, mais ce n'est pas suffisant. Et de toute façon, j'ai besoin de toute l'amplitude disponible pour alimenter les entrées 10 MHz de mes instruments. Donc, mon verdict préliminaire tient toujours la route. La conception de cet ampli de distribution vidéo est vraisemblablement suffisante pour des signaux vidéo, mais ça ne rencontre pas mes exigences pour la distribution des références 10 MHz. Bien sûr, je pourrais construire une alimentation différentielle de meilleure performance que je placerai à l'extérieur et j'alimenterai l'ampli à l'intérieur, mais ça sera plus simple de remplacer l'ampli. D'ailleurs, on a vu que mon autre ampli de distribution vidéo n'a pas cette faiblesse. C'est un ampli d'une autre marque, un Sigma DVA-100A à 6 sorties celui-là. La conception de son alimentation est vraisemblablement meilleure, équipée de régulateurs de tension. Ce qui est dommage, c'est que j'en avais 4 de ces amplis Sigma et je me suis départi des 3 autres, croyant que j'avais tout ce qu'il me fallait pour distribuer mes signaux 10 MHz. Erreur. Bien voilà, c'est gentil d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Et c'est partie remise pour une vraie réparation. Merci et à la prochaine.